Les Émirats arabes unis vont soutenir le Burkina Faso dans son projet d'électrification rurale. L'accord de financement a été signé en marge de la visite du président du Faso à Abu Dhabi. Les termes de ce financement sont à suivre dans quelques instants. Ici, au Burkina Faso, l'opposition fustige une fois de plus la gestion du pays par le régime en place. Le chef de file de l'opposition estime que le Burkina Faso est au bord du chaos au regard de plusieurs facteurs tels que les crises intercommunautaires et les difficultés économiques. L'essentiel de la conférence de presse à suivre dans ce journal. Dans ce journal, nous irons à Gawa pour les actualités de la 21e édition de la Journée nationale du paysan. Des ateliers sectoriels et le lancement du programme eau et assainissement sont entre autres activités lancées ce 25 avril. On en saura plus avec Peggy Wedrogo qui sera en duplex de Gawa dans une dizaine de minutes. Et puis, il sera aussi question de santé dans ce journal. Nous sommes le 25 avril, Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Nous irons à la découverte d'une plante qui fait des merveilles en termes de lutte contre cette maladie. Il s'agit de l'Artemisia, une plante d'origine chinoise dont l'efficacité dans le traitement du paludisme est prouvée par les chercheurs et reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous prenons tout de suite la direction des Émirats arabes unis pour parler du séjour du président du Faso à Abu Dhabi. Séjour au cours duquel Roch-Marc Christian Kaboré a visité quelques sites chargés de symboles. Il s'est rendu à la cité écologique en projet, à l'Oasis Dignité et à la grande mosquée des Émiratis. Le point de ces trois visites avec notre envoyé spécial Frédéric Etienne Bassenga. Roch-Marc Christian Kaboré dans les arcanes de la cité écologique, la cité Masdar. Située à 30 km du centre d'Abu Dhabi, cette cité qui s'étend sur une superficie de 6 km est un projet à l'horizon 2020. L'objectif est de diversifier l'économie d'Abu Dhabi provenant majoritairement de la rente pétrolière. Cette nouvelle ville comprendra des infrastructures modernes consommant essentiellement de l'énergie renouvelable. Les habitants, eux, devront s'adapter à ce nouveau mode de vie 100% écologique. Et Masdar, c'est une ville, je dirais, qui est une zone franche où toutes les industries peuvent venir s'installer et investir en vue de travailler soit dans la recherche, soit dans la construction. Et comme vous le voyez, c'est une ville qui est censée recevoir près de 15 000 personnes et avec donc des logements, avec donc des usines, avec donc également des hôtels et je pense que et des logements pour les habitants. C'est une anticipation sur le futur et on ne peut que vraiment saluer cette vision qui ne s'arrête pas à vivre au quotidien, mais déjà à préparer la réflexion sur les énergies du futur. Et ça a été vraiment une belle visite pour nous. On n'a pas encore vu d'étudiants burkinabés là-bas, mais j'espère que ça sera bientôt. Le président du Faso dépose également une gerbe de fleurs à l'Oasis de la Dignité, monument érigé en mémoire des Émiratis tombés dans la ligne du devoir. C'est un monument composé de 3 piliers inclinés et d'un pavillon dans lequel sont inscrits les noms des soldats tués dans l'exercice de leurs fonctions. Ce monument est situé à proximité de la grande mosquée d'Abu Dhabi, visitée aussi par le président du Faso. D'une capacité de 40 000 places, cette mosquée est la plus grande des Émirats et la 9e au monde. Et l'autre bonne nouvelle concernant cette visite est que le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement débloque près de 5 milliards de francs CFA pour soutenir l'électrification rurale au Burkina Faso. C'est un financement sous forme de prêt concessionnel qui va profiter à plus de 40 villages dans les hauts-bassins et la boucle du Mohoun. La signature de la convention de financement est intervenue hier à Abu Dhabi. Nous suivons le compte-rendu de Frédéric Etienne Bassenga. C'est une séance de travail avec des résultats fort satisfaisants. À cette rencontre avec le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, le président du Faso trouve les mots justes pour convaincre. Ce sont près de 5 milliards de francs CFA que ce fonds débloque dans le cadre du projet d'électrification rurale. Au total, 42 villages, dont 30 dans les hauts bassins et 12 dans la boucle du Mohoun,
sont concernés. Et avec le fonds également, toute la disponibilité du fonds a été exprimée par son directeur, qui dit que, en tout cas, étant entendu que c'est son Altesse lui-même qui préside ces instances de ce fonds, les instructions ont été données pour que les dossiers de Burkina Faso soient regardés avec bienveillance. Cette visite, bien que brève, a été pour nous une visite efficace parce que c'est la première fois que nous effectuons une visite officielle au niveau des Émirats. Et je dois dire que nous avons été reçus en tant qu'amis, frères des Émirats et avec vraiment la porte ouverte à nous appuyer sur nos différentes requêtes que nous ferons en termes de financement dans les différents domaines qui concernent l'agriculture, qui concernent l'énergie solaire. Et tous ces domaines-là vont faire l'objet dans les jours à venir, je dirais, de visites dans notre pays pour que nous puissions terminer à l'identification et à la réalisation de ces projets. Cette convention de financement est un prêt concessionnel de 1% sur 20 ans avec 5 de différés. Elle permettra à 6 579 ménages de bénéficier directement des bienfaits de l'électricité. Au chapitre des audiences, au cours de cette visite, le président du Faso a reçu 2 personnalités. Il s'agit de Hussein Al-Nouess, le président du califat, qui a voulu s'enquérir des priorités du Burkina Faso pour son développement. Rochmar Christian Kabouré a par la suite échangé avec le conseiller spécial du prince Abdoulaye Atsona. Le point de ces audiences avec Frédéric Etienne Bassenga. Le président du Faso échange avec le président du Fonds Khalifa. Engagé aux côtés du Burkina dans son développement, Hussein Al-Nous, par ailleurs ministre des Affaires présidentielles, est venu recueillir les priorités du Burkina. Après un long échange, nous sommes accordés sur l'accompagnement du Burkina Faso dans la réalisation de la vision de son Excellence, M. Rochmar Christian Kabouré. Dans cette vision, nous avons pris l'engagement de soutenir le Burkina Faso, pays frère et ami, dans le domaine de l'enseignement, de santé, de l'agriculture, j'en passe. Il est très important pour nous de financer le PME, PMI, l'autonomisation de la femme et également le financement des micro-projets, construction des écoles, des postes de santé sont également à financer. Nous allons aussi financer le domaine de l'énergie solaire, les fourrages et autres. Nous avons alloué une somme de 10 millions de dollars pour les projets que je viens de citer. Le président du Faso reçoit également le conseiller spécial du prince Abdoulaye Atsona, mais rien n'a filtré de ces échanges. Retour ici au Burkina Faso pour les autres points de l'actualité. En bref, sachez que la 11e conférence des présidents de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'ouvre demain dans la capitale burkinabé. Plusieurs dossiers liés à la vie de cette institution parlementaire internationale seront débattus à cette occasion. Depuis hier, les différentes délégations ont commencé à fouler le sol burkinabé. Ce soir, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire sont arrivés à Ouagadougou. Ils ont été suivis par le président de l'Assemblée nationale du Gabon et comme vous le voyez en image, ces différentes personnalités ont été accueillies à leur descente d'avion par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Dans l'actualité également, la situation nationale a fait l'objet d'une conférence de presse animée ce matin par le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Au nom des sujets abordés par Zéphirine Sabré, la question sécuritaire et les crises dans certaines administrations publiques. Le CEFOP émet également des réserves sur le dialogue politique annoncé par le chef de l'État. Le compte-rendu de Zoubavier David Dabiri. À cette conférence de presse, Zéphirine Diabré dépeint une situation nationale peu reluisante. Crise sécuritaire et éducative, léthargie économique, front social en ébullition, exacerbation de l'ethnicisme, le Burkina Faso est au bord du chaos selon le chef de file de l'opposition.
Zéphirin Diabré et ses camarades fustigent la majorité présidentielle qu'ils tiennent pour responsable de la situation. Ils saluent néanmoins la main tendue du président du Faso en vue d'un dialogue politique, mais disent rester prudents. Nous ne pouvons pas aller à un dialogue politique pour aller uniquement discuter des questions de code électoral. Parce que si nous le faisons, nous sommes persuadés qu'au sortir de ça, vous allez nous critiquer. Et les Burkinabés ne comprendraient pas. Il y a des problèmes sérieux que notre pays traverse aujourd'hui. Notre pays est en crise. Alors la crise sécuritaire est bien entendu celle qui est la plus visible. Si on a jugé utile qu'au-delà des concertations, même épisodiques qu'on avait, on crée un événement qui s'appelle dialogue politique, c'est parce qu'on estime qu'il a un statut spécial. Il a quel statut? Ce dialogue politique devrait permettre à l'opposition politique et au pouvoir d'accorder leur violence sur les questions existentielles pour sortir le Burkina Faso des difficultés, martèle Zéphirin Diabré. Des questions comme le renforcement de la cohésion sociale et surtout la réconciliation nationale y seront abordées. Il y a des faits historiques dans lesquels des Burkinabés se sont sentis lésés, se sont sentis exclus de la société et qui appellent à ce qu'on s'asseye. D'autant plus que les gens estiment que la journée même du pardon, là, ça n'a pas atteint son objectif. Il y a, comme on dit, beaucoup de comptes non soldés. Vous, ça peut ne pas vous concerner personnellement, mais il y a des gens que ça concerne. Et même quand on partait encore au dialogue, là, il y a des gens qui sont venus, on en a parlé, y compris jusqu'aux événements politiques récents. Il y a les événements politiques, mais il y a ce qui arrive à des individus qui peuvent penser qu'ils sont victimes d'une injustice. Et que donc, d'une certaine manière-là, la nation ne s'est pas comportée très bien à leur égard. C'est tout ça qu'il faut regarder. Zéphirin Diabré et ses camarades invitent donc le gouvernement à créer les conditions d'un vivre ensemble sincère entre les Burkinabés et exigent une clarification sur les informations faisant état de négociations entre le président du Faso et des groupes terroristes. Autre point de l'actualité, les activités entrant dans le cadre de la 21e journée nationale du paysan ont débuté ce 25 avril à Gawa dans le sud-ouest. Et pour toutes les informations de la JNP, nous retrouvons en duplex de la cité de Bafouchi, Peggy Ouedraogo. Bonsoir Peggy. Cette année, les acteurs du monde agricole placent au cœur de ce rendez-vous le défi sécuritaire. Comment œuvrer à l'accroissement des performances du secteur agricole en dépit des contraintes diverses? À la question, environ 1400 producteurs burkinabés vont tenter d'y répondre avec à leur côté des experts et partenaires venus de divers horizons. Avant de revenir sur les enjeux qui sous-tendent le thème retenu pour cette 21e édition de la JNP avec le ministre en charge de l'agriculture, revenons ensemble sur l'ouverture des ateliers sectoriels avec Isia Kazrabré et Gesbego Dimitri Badini. Près de 1400 producteurs en provenance des 45 provinces du Burkina sont réunis à Gawa pour la journée nationale du paysan. Pour le démarrage des activités, un forum et des ateliers sectoriels sont entamés pour réfléchir et trouver des solutions en vue de faire face aux défis de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité. Un forum dont le thème est le défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité. Comment accompagner les exploitations agro-silvopastorales halieutiques phoniques pour pouvoir vraiment atteindre les résultats escomptés. Et ensuite, il y a des ateliers sectoriels. Et les ateliers sectoriels, c'est de pouvoir discuter avec chaque ministère du développement rural pour savoir, dans ce contexte d'insécurité, comment nous allons mettre en place des mécanismes adaptés pour permettre aux producteurs de pouvoir mener leurs activités sur le terrain. Ces rencontres sont salutaires pour la Confédération paysanne. Du reste, elle espère en fin de travaux émettre des recommandations fortes au gouvernement pour une sécurisation alimentaire du pays. Si vous voyez cette année le thème, assurer la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité, c'est une réalité que le Burkina vit. Et ce n'est pas un seul génie qui doit trouver la solution. Nous allons analyser les différentes recommandations et solutions qui se sont et en tirer les plus pertinentes et les analyser
Des actions concrètes que nous allons proposer au gouvernement. Le gouvernement témoigne sa disponibilité à accompagner les acteurs du monde rural. Et pour ce faire, il invite les uns et les autres à une participation active à ces travaux afin d'aboutir à une mise en œuvre réussie des engagements et recommandations pertinents pour le développement du secteur. Connaissez-vous Kilimbara? La localité est située dans la commune de Kamti, à une quarantaine de kilomètres de Gawa, dans la province du Poni. Et c'est là qu'a été lancé ce jeudi le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement d'une durée de 5 ans. Le programme est soutenu par la Banque mondiale et va renforcer les actions du gouvernement, l'accès, la durabilité, l'efficacité et la responsabilité de la prestation des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement aussi bien en milieu rural qu'urbain sont les valeurs prônées par le programme que nous présente Alassane Bali avec Ahadi Sandamba. C'est un jet d'eau qui annonce la fin des corvées d'eau ici à Kilimbara, dans la commune rurale de Kamti. Un village qui ne possède qu'un seul forage, celui de l'école primaire. Ce geste marque également le début de la réalisation du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Un programme qui sera exécuté dans 4 régions pour l'accès à l'eau potable et 8 pour le volet assainissement. Le programme consistera à réaliser des forages pour l'approvisionnement en eau potable des populations en milieu rural et renforcer la production d'eau dans certains centres de l'ONEA qui connaissent des difficultés en matière d'approvisionnement en eau potable. Deuxième point d'intérêt, c'est l'accès à l'assainissement. Nous allons globalement réaliser à peu près 135 000 latrines familiales. À hauteur de 180 milliards de francs CFA, le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement est financé à 83% par la Banque mondiale. Jusque-là, notre appui a porté sur l'eau potable en zone, en milieu urbain, notamment donc à travers le projet Ziga et la fourniture d'eau à la ville de Ouagadougou. Mais il n'y a pas que les populations urbaines qui vivent au Burkina Faso, il y a le monde rural qui malheureusement ne bénéficie pas donc de l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. Et nous sommes engagés donc aux côtés du gouvernement à travers son objectif dans le PNDS de dire qu'on peut faire quelque chose pour une fois de façon transformative. Pour le chef du gouvernement, c'est la concrétisation du volet eau et assainissement du programme présidentiel. Pour être élu président du Faso, il avait pris l'engagement de faire en sorte que les populations du Burkina Faso, et particulièrement les femmes et les filles, ne connaissent plus de corvée d'eau. Zéro corvée d'eau, ça a été un des engagements qu'il a eu à prendre. Et à travers la réalisation de cet engagement, il a fait lancer un certain nombre de programmes, dont celui-là, qui est un des plus grands programmes d'adduction d'eau potable au Burkina Faso. Au terme de ces 5 années d'exécution, ce sont plus de 2,5 millions de Burkinabés qui vont bénéficier du programme. Un programme qui va également contribuer à la création de 10 000 emplois. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Il faudra donc se familiariser avec ce nouvel acronyme PAEA, qui est un vaste programme, comme le disait tantôt notre reporter, qui devrait améliorer donc les conditions de vie des populations du Burkina Faso. Oui, effectivement, je pense que c'est un programme quand même qui va nous permettre de pouvoir accélérer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Et je pense que le président du Faso l'a bien vu, également la Banque mondiale, et nous pensons que, en tout cas, d'ici la fin... La durée de 5 ans pourra être décisive ou bien il va falloir augmenter la durée? Non, je pense qu'à notre niveau, 5 ans quand même, c'est largement suffisant. Nous pensons qu'on va atteindre les résultats escomptés. Alors, l'accès à l'eau, l'un des défis longtemps soulevé au cours des différentes GNP, mais en face, on peut dire ce nouveau défi, l'insécurité des producteurs et des éleveurs notamment, qui travaillent la peur au ventre, d'autres qui sont obligés d'abandonner leurs champs ou en tout cas leur cheptel. C'est le cas notamment dans le Sahel. Comment relever le défi donc de la sécurité alimentaire dans ce contexte d'insécurité? C'est tout l'enjeu de cette GNP à Gawa. Oui, effectivement, c'est tout l'enjeu de cette GNP à Gawa. Mais nous avons travaillé dans le forum à identifier, à réfléchir comment nous allons mettre en place les mécanismes pour permettre à nos producteurs
de pouvoir assurer la campagne sans problème. Et en effet, en se basant sur le fait que dans les différentes communes, il existe aux organisations locales de développement, on se dit que tous les partenaires techniques et financiers qui ont peur d'aller sur le terrain, ils peuvent se baser sur ces organisations locales de développement afin de renforcer leurs capacités, identifier leurs faiblesses et leur permettre d'assurer le développement. Parce qu'en fait, c'est eux qui sont sur le terrain, ils ne vont jamais quitter, mais quelqu'un de l'extérieur aura peur de venir. Mais ce que nous voulons encourager, c'est qu'au niveau de la communauté, nous soyons tous unis et que nous puissions pouvoir faire face à cette situation. Alors la GNP, c'est aussi une tribune d'expression au nom du développement du monde rural. Le face-à-face producteur avec le chef de l'État aura lieu dans 2 jours. Et quelles sont vos attentes en tant que premier responsable du département en charge de l'agriculture? Moi, mes attentes, c'est qu'avec ces producteurs qui puissent échanger franchement avec le chef de l'État, parce que c'est une opportunité pour ces producteurs. Je peux dire dans le monde, c'est le seul forum qu'on peut dire qui existe au monde. Les producteurs face à leur chef de l'État. Donc c'est une opportunité de pouvoir échanger, de faire en sorte que nous puissions trouver les voies et moyens pour pouvoir atteindre la sécurité alimentaire. Vous voyez, dans le forum ce matin, nous avons discuté et nous avons trouvé qu'il fallait mettre en place des modèles. Nous avons identifié un modèle pour nous permettre de faire en sorte que, en se basant sur la maîtrise totale de l'eau, que nous puissions rallonger le cycle de production, c'est-à-dire produire au moins 3 fois dans l'année, afin de pouvoir faire face à nos besoins alimentaires. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes. Et la recommandation principale, c'est pouvoir dire au chef de l'État que si nous voulons effectivement atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est de pouvoir aller sur de tels modèles. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Un plateau aménagé dans la cour du lycée Bafouji où va se tenir justement toutes les activités, en tout cas la majeure partie des activités de cette JNB. Merci à vous. Merci, madame. À présent, un constat qui devrait intéresser plus d'un, le riz made in Burkina vendu au Ghana voisin à la recherche d'un marché plus attractif. Il s'agit de celui qui est produit dans le bas-fond de Kirim, dans la commune rurale de Wessa. Aménagé en 2010 par l'État burkinabé, ce site produit près de 600 tonnes de riz par an qui traversent la frontière. La raison est toute simple, les prix sont plus alléchants que ceux proposés par la SONAGES. Constat avec Bernard Kombelem et Ahadi Sandamba. De ce bas-fond aménagé sortent chaque année plus de 600 tonnes de riz. Cependant, cette production semble ne pas profiter à l'État burkinabé. C'est le moins que l'on puisse dire ici au regard de la destination du riz issu de ce bas-fond. Actuellement, notre riz, c'est le Ghana qui rapporte. Un exemple, le riz est non décortiqué. Le riz paddy. Vous prenez à 100 kilos. Quand vous avez égrené, par rapport à 100 kilos à 120 kilos que SONAGES paye là, vous montrez par ça, vous allez voir comment ça tombe. 100 kilos c'est 12 000. Oui, 120 c'est 12 000. Avec les 12 000 là, même le sac là, de 100 kilos là, vous allez écraser les grains et vous entrez au Ghana pour vendre. Vous pouvez gagner à peu près 50 ou bien à 60 tasses Yoruba. Un tasse Yoruba, on peut vendre ça à 1100 francs. Donc 1100 francs à 60, ça fait combien? Sans être un expert, cela coûte exactement 66 000 francs CFA le sac de 120 kg contre 12 000 le prix à la SONAGES. Nous sommes à Kirim, dernier village de la commune rurale de Wessa, situé juste à la frontière avec le Ghana. Ce bas-fond aménagé en 3 phases est exploité par 400 personnes dont les 2 tiers sont des femmes. Et depuis l'aménagement, ce n'est qu'une fois en 10 ans d'exploitation que le riz a été vendu à la SONAGES. Une fois quand les gens se rassemblent là, c'est difficile à gérer. En 2010-2011, on a pu maîtriser les femmes, on a vendu le riz à SONAGES. Mais à partir de 2013-2014, quand la réunion, on dit que bon, chacun de nous n'a qu'à grouiller, même si c'est 50 kilos ou bien 30 kilos, on n'a qu'à ressembler vendre à la SONAGES et il dit que le prix de SONAGES n'est pas bon. En effet, les exploitants du bas-fond accusent l'État burkinabé de les avoir laissés à eux-mêmes, ce qui explique en partie
cette façon de faire. C'est parce que nous ne bénéficions pas d'aide de la part de l'État que nous vendons notre riz au Ghana. Sinon que nous voulons tous le développement du Burkina. Vous voyez, nous n'avons même pas de machine de décortiquage et on nous demande de vendre notre riz ici. Situé au cœur du village, le bas-fond risicole de Kirim est confronté à la divagation des animaux. Un bas-fond dont les digues des parcelles s'effritent également au fil des années. Restons encore à Ouessa, dans la province du Yoba, pour faire connaissance avec Kouka Issa Kaboré. L'homme s'est lancé dans la pisciculture en installant dans son champ des bassins approvisionnés en eau grâce à une motopompe. Les résultats valent le détour. En un peu plus de 12 mois, M. Kaboré met sur le marché plus de 2 tonnes de silures ou encore de carpe. Focus sur cette activité, toujours avec Bernard Kombelem et Ahadi Sandamba. Dans la ville de Gawa qui abrite pour la 2e fois de son histoire donc la journée du paysan. Après 2004, la cité de Bafouji est à l'honneur pour ce rendez-vous annuel du monde rural. Entre satisfaction et attente, les habitants de Gawa espèrent que cette 21e édition portera du fruit. Quelques-uns s'expriment, suivez plutôt. Malheureusement, nous avons quelques soucis techniques qui ne nous permettent pas à Nathalie Kaoré de vous passer ces reportages, mais nous reviendrons bien entendu sur ces différents éléments dans nos prochaines éditions. En attendant, sachez que demain s'ouvre la cérémonie officielle d'ouverture de cette JNP 2019, ici même au sein du lycée de Bafouji, où va se dérouler également les échanges directs avec le président du Faso. Et demain, la cérémonie sera en direct sur la télévision du Burkina à partir de 10h et elle est placée sous la présidence du chef de l'État. À vous l'antenne, Nathalie. Merci beaucoup, Peggy Ouedraogo. Justement, en rapport avec cette actualité, ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle de la 21e édition de la Journée nationale du paysan, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 26 avril 2019 à partir de 8h sur le site aménagé du lycée Bafouji, province du Poni, région du Sud-Ouest. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Et dans la suite de ce journal, aujourd'hui, 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La maladie continue de faire des victimes alors que les recherches se poursuivent dans l'espoir de trouver le vaccin contre le paludisme. En attendant, les millions de cas de paludisme recensés chaque année au Burkina Faso peuvent être soignés grâce à une plante d'origine chinoise. Nous découvrons cette plante et son mode d'utilisation avec Alidou Badzini et Ismaël Diloma Sirima. Cette plante s'appelle l'artémisia. Grâce à elle, une personne atteinte de paludisme guérit en 3 jours. Et au bout de 7 jours de traitement, tous les germes du paludisme sont neutralisés dans l'organisme. Ces dires sont prouvés par des études réalisées en République démocratique du Congo et validées par l'Organisation mondiale de la santé. C'était un essai clinique randomisé en double aveugle. Donc, dans l'échelle de gradation des essais cliniques, on va dire que c'est le top niveau. Donc, validité interne, il n'y a rien à redire, surtout qu'il y a eu très peu de perdu de vue. L'utilisation de cette plante comme remède contre le palu est simple. 5 grammes d'artémisia bouillis dans 1 litre d'eau à boire 3 fois par jour. On répète l'opération pendant 7 jours pour débarrasser totalement le corps des germes du paludisme.
En réalité, ces composés-là agissent par un mécanisme de la peroxydase. Donc ils attaquent une enzyme du parasite et c'est par ce mécanisme-là qu'ils arrivent à éliminer les parasites lorsqu'on est infecté. L'artémisia est utilisée en Chine pour soigner le paludisme depuis plus de 2001. Au Burkina Faso, les chercheurs ont fait également des recherches sur cette plante. En 2006, il a été expérimenté ici la culture de l'artémisia à Fada par la même direction, sous le professeur Nikiema. Les semis qu'on a eu, et ça contenait même plus d'artémisine que l'artémisine commerciale que nous voyons. Mais c'est resté là parce qu'on n'a pas eu les moyens pour pouvoir développer ça. Les graines sont toujours au niveau du Centre national de semences forestières. Mais comment comprendre que malgré les résultats concluants, le dossier de l'artémisia soit resté dans les tiroirs? Les scientifiques indexent des raisons politiques et surtout capitalistes. Mais en attendant que les autorités se décident, un Français devenu burkinabé grâce à sa femme tente de vulgariser l'artémisia au Burkina Faso. Et cet hectare de culture va permettre de soigner 150 000 personnes. C'est-à-dire 150 000 cas de palu vont pouvoir être soignés. C'est vous dire tout l'intérêt, quoi. Avec quelques centaines d'hectares, au Burkina, on peut éradiquer le palu. Jean-Claude Le Goupil pense qu'il est temps d'adopter des politiques courageuses pour en finir totalement avec le paludisme qui a touché plus de 10 millions de Burkinabés pour la seule année de 2017. Direction à présent Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. En marge du festival de musique urbaine d'Anoumambo, notre équipe sur place s'est intéressée à la place de la musique burkinabé dans ce pays. On apprend que cette musique est bien appréciée par les mélomanes qui ont leurs stars préférées et qui voudraient les voir en prestation à Abidjan. On en sait plus avec Oscar Soulama et Mireille Carola Tsugouma. La musique burkinabé fredonnait à Anoumambo en Côte d'Ivoire. Ces Burkinabés installés ici depuis plusieurs années ont certes la patrie loin des yeux, mais près du cœur à travers notamment la musique. J'aime la musique burkinabé, surtout Flobi. La musique burkinabé a beaucoup évolué au fil du temps. Avant, c'était les images un peu floues. Maintenant, les images sont bien et il y a plus de motivation dans les clips qu'avant. Avant même, on chantait, c'était en moré. Tout le monde ne comprend pas le moré. Mais par contre, maintenant, quand on chante, même s'ils mélangent le moré, il y a le français aussi qu'on comprend un peu. Donc, ça fait qu'on est attiré par la musique burkinabé. Et j'aime tellement la musique burkinabé que j'aimerais un jour participer à Faso Academy parce que ça me plaît même. Et j'écoute souvent sur RTB. Au marché, dans les domiciles et les maquis, les sonorités du pays des hommes intègres sont bien adoptées et ces Burkinabés de la diaspora ont leur star préférée. Je connais des Latino, je connais Flobi, je connais Awa Nadia et puis je connais Sozi. Il y a Zouk Nezamna et Sozi qu'on connaît. Souvent, ils viennent ici, on s'en va regarder. Les Flobi et tous, bon, franchement, avec tout dernièrement, ces sons qui viennent de traverser tout le monde entier, un Bangam Pina, Wendy Wende. J'estime que même si tu ne comprends pas la langue morée, tu sais que non, ce qu'il veut dire, c'est une bonne chose. La musique burkinabé se consomme donc bien au-delà de nos frontières. Preuve que nos artistes ont du talent et se vendent bien. Retour ici au Burkina Faso pour parler sport, en bref et en image. 3 semaines après avoir décroché le titre de champion du monde de log lift strongman, Cheikh Ahmed Alassane Sanou, alias Iron Bibi, est de retour au Burkina. Le natif de Bobo Dioulasso a atterri ce soir à l'aéroport international de Ouagadougou où il a été accueilli par une foule à la hauteur de son exploit. En rappel, Iron Bibi a réussi le 6 avril dernier à soulever une charge de 220 kg, un record de la saison 2019.
Football à présent, l'USFA se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Faso. Au terme d'une rencontre qui s'est soldée par un match nul, l'équipe militaire arrache son ticket devant le Majestic Sporting Club. Le match s'est joué au stade régional de Manga. Nous suivons les temps forts avec Rasmani Zundi et Lassina Sawadougou. C'est un scénario digne des séries de buts les plus épiques. Une séance renversante, inédite et interdite aux cardiaques. Au finish, c'est l'USFA qui arrache son ticket pour le dernier carré de la Coupe du Faso. Majestic pourtant tenait le bon bout dans ce stade régional de Manga qui a fait le plein grâce à l'ouverture du score de Stephen Setsit à la 10e minute. Déjà battu par 2 fois par cette équipe de Majestic, Malo et Bansé devraient réagir. La réaction est immédiate à la 20e minute grâce à Jean-Marc Bautier sur cette passe de Aristide Bansé. Le suspense est entier, les esprits s'échauffent et les deux équipes vont se tenir en respect jusqu'à cette séance de tirs au but à l'issue des 90 minutes. Malgré 2 tirs ratés par l'USFA, les militaires s'offrent le ticket pour les demi-finales et surtout prennent leur revanche. Le football, c'est pas parler, c'est sur le terrain. On nous a gagné 2 fois. Ils ont dit qu'ils vont nous battre une 3e fois. Dieu est là pour tout le monde. Le football, les ballons, ils est rond pour tout le monde. À 2 reprises, on perd. Bon, je pense que c'est au niveau mental aussi. Parce qu'un joueur, s'il veut devenir professionnel, il faut qu'il élève son niveau mental. Et si tu es en avance, il doit profiter, marquer et puis se qualifier. Donc je pense qu'à ce niveau, on n'a pas fait preuve de caractère. Le rendez-vous de Manga a été mis à profit par la GSB pour remettre le prix du joueur du mois de mars à Newton Adebayo de Majestic. Les 3 autres équipes qualifiées sont Raimo, l'AS Sonabel et la SEC de Koudougou. Tirage au sort prévu ce lundi pendant le magazine des sports et les demi-finales le 8 mai prochain. Avant de clore cette édition, sachez que votre émission de débat controverse a lieu tout de suite à 21h sur la RTB. De quoi sera-t-il question au cours de cette émission? La réponse avec l'animateur Simon Gongo que nous retrouvons en duplex. Bonsoir Simon. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Vous le savez, vous l'avez dit, votre émission Controverse, c'est une émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Et ce soir, nous parlons de la réconciliation nationale. Le sujet est devenu une nécessité dans tous les camps, mais la question qui se pose de quelle forme il faudra au Burkinabé. Et ce soir, donc, l'ancienne majorité sur le plateau de Controverse sera face à la nouvelle. Et dans un contexte où le président Blaise Compaoré adresse une lettre à son prédécesseur Roch Marc Christian Kaboré. C'est une opportunité ou un problème. C'est de tout cela que nous allons parler ce soir. Et n'oubliez pas, Controverse est participative. Vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03. Voilà, merci à vous, Simon Gongo. Et c'est avec vous que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.